Bonjour à tous. On va attendre 2 petites minutes que tout le monde se connecte, mais je crois qu'il y a déjà presque 30 personnes connectées, alors qu'il n'est même pas encore 30. Je vais commencer à mettre la présentation. Oui, je pense que la dernière fois, on a commencé à 32. Donc peut-être on peut attendre 1h32 pour commencer. Je vais afficher la présentation, comme ça les gens se disent qu'ils sont quand même au bon endroit. Si je peux la remettre au début. Ah, je suis en train de spoiler tout le monde. Bon, au moins, vous avez une idée du déroulé. Ça va commencer avec présentation du plan Osélia, une petite présentation de la French Tech très rapidement. Et ensuite, on passera la parole à Conto et Neural pour leur laisser le plus de temps possible pour présenter leurs solutions. Bonjour aux nouveaux connectés, on attend encore une petite minute que d'autres se connectent et puis les suivants prendront le train en marche. De toute façon, on va commencer par une présentation d'Osélia et de la French Tech, le temps que les gens se connectent. Et ben c'est parti, je redis bonjour une dernière fois à ceux qui viennent de se connecter. Merci beaucoup de prendre le temps de venir à ce webinaire en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est sur cette deuxième session de webinaire Osélia French Tech avec aujourd'hui Conto et Neural qui vont présenter ces solutions. Donc peut-être avec des visages, ça sera mieux. Dans un premier temps, Olésia va présenter le plan Osélia. Donc Olésia à la direction de projet IA, direction générale des entreprises. Je vais présenter très rapidement la French Tech. L'idée, c'est qu'on tienne vraiment nous deux en moins de 10 minutes pour vraiment laisser la parole à Sophie et Jérémy de Conto et Neural respectivement. Et bien du coup, sans plus attendre, Olésia, je te laisse la parole. Et merci beaucoup Clara. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est notre deuxième webinaire. Donc suite au succès de webinaire qu'on a eu le mois dernier, on a décidé du coup de rendre cette initiative régulière de façon mensuelle. Et donc, encore une fois, bonjour et bienvenue pour cette session. Pour présenter rapidement le plan Osélia, en fait, ça part d'un constat très simple, c'est qu'on a un écosystème extrêmement riche en ce qui concerne des fournisseurs de l'IA et vous allez pouvoir d'ailleurs découvrir les deux aujourd'hui. Mais en fait, malgré cet écosystème qui est très fort, très riche et qui produit des produits extrêmement pertinents, ce qu'on voit, c'est que la France est en retard par rapport à l'adoption de l'IA, même par rapport à la moyenne dans l'Union européenne. Et donc, en fait, ce constat fait que l'écosystème français de l'IA n'est pas suffisamment valorisé en interne. Et donc, notre but, c'est comme ça qu'on a créé le plan Osélia, avec notamment les indicateurs à atteindre d'ici 2030 que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, 50% des TPE, 80% des PME, ETI et 100% des grands groupes qui adopteront l'IA d'ici 2030. Ce plan s'appuie sur les 3 piliers: sensibiliser, former, accompagner.
Et donc, quand on parle de ces indicateurs-là, de 50% de TPE, 80% de PME ETI, l'idée, c'est de commencer par le pilier sensibilisation, puisque quand ces entreprises-là vont vouloir adopter l'IA, ils ne vont pas aller se tourner vers le ministère, ils ne vont pas aller se tourner vers les grands comités de conseil, ils vont se tourner vers les gens qu'ils connaissent dans leurs écosystèmes. Donc, vous, les ambassadeurs IA. Et donc, le but, c'est de constituer un réseau et ensuite de valoriser vos actions, mais aussi de vous fournir l'information sur l'écosystème français qui vous sera utile dans vos conversations avec les TPE, PME, ETI et même les grands groupes. Donc, sans tarder plus, je passe la parole à Clara. Merci Olésia. Donc cet écosystème très riche dont tu parles Olésia, c'est la French Tech. Et donc la French Tech, c'est un terme que vous entendez très souvent. Mais donc l'idée, c'est de vous expliquer un peu mieux ce que c'est que la French Tech. Donc il y a différentes choses. La French Tech, c'est l'ensemble de l'écosystème startup français. Donc on a 18 000 startups en France qui emploient 400 000 personnes, 1,1 million d'emplois directs. Bref, je vous passe ces chiffres que vous avez sous les yeux. La French Tech, c'est aussi une administration, la mission French Tech, qui fait partie de la Direction générale des entreprises, qui a été créée en 2013 et qui a pour objectif d'accompagner l'écosystème des startups tricolores. Nos 3 grandes missions, c'est créer des champions de la tech, donc 2 sont présents aujourd'hui, Conto et Noralc, nous les accompagner là où l'État est pertinent, de faciliter les exits et d'ouvrir la tech à tous. On a 3 leviers pour ça, c'est de promouvoir l'écosystème via la marque French Tech, donc une marque très connue avec son coq rouge que vous connaissez, j'espère. Animer un réseau de capital et communauté en France et à l'international qui permet de faire rayonner la French Tech, mais aussi l'accompagner partout dans les territoires et l'accompagner dans son internationalisation. Et puis, accompagner les startups avec différents programmes qui sont un peu floutés, mais je reviens dessus juste après. Le programme Next 40-120, dont Conto fait partie, programme French Tech 2030, dont Neuralc fait partie, et un programme aussi un peu plus transverse, Je choisis la French Tech, qui pousse l'adoption des solutions françaises de la French Tech auprès des grands groupes, mais aussi des acteurs publics. Donc on a, je passe très très vite, mais tout un réseau de capital et communautés, comme je le disais, en France, donc 17 capitales, 31 communautés en France, à savoir que c'est un réseau qui se renouvelle tous les 3 ans, donc en mai on va renouveler ce réseau et qu'il y aura peut-être encore plus de structures pour vous accompagner en France. Et donc ces structures-là, elles animent vraiment les écosystèmes locaux et donc des startups plus jeunes que celles qu'on accompagne dans les programmes de la mission French Tech que je vais vous présenter juste après. Et comme je le disais aussi, tout un réseau international. Donc, on est pour l'instant présent dans 52 pays avec 66 communautés qui sont très proches des communautés d'affaires locales, mais aussi des institutions françaises représentées, donc notamment les ambassades, les consulats et puis toutes les communautés d'affaires françaises. Et qui permettent du coup l'internationalisation des startups de la French Tech, mais aussi le rayonnement et une sorte de diplomatie d'influence pour attirer les talents, les investissements et les entreprises étrangères vers la France. Et donc, comme je le disais, des programmes d'accompagnement. Donc, le Next 40-120 qui regroupe 120 scale-up françaises les plus performantes en termes de levée de fonds ou chiffre d'affaires et qui sont en capacité du coup de devenir les leaders technologiques de rang mondial. On vient compléter cette promotion de champions avec d'autres champions qui sont un peu plus émergents, mais qui sont du coup les 80 startups du French Tech 2030, qui elles sont des startups qui développent des technologies très stratégiques pour la souveraineté numérique. Donc, ça va être les startups autour de l'IA, la cyber, le quantique, le spatial, la robotique. Et je pense que j'oublie les semi-conducteurs et les infrastructures. Et je choisis la French Tech que je vous ai présentée juste avant. Donc juste pour vous donner une idée, mais toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site internet. La promotion 2025 du French Tech Next 40-120. Si jamais il y a quelques startups qui sont connectées aussi ici, puisqu'on a ouvert aux startups de la French Tech ce webinaire, n'oubliez pas qu'il est encore temps de candidater pour la prochaine promotion du Next 40-120, puisque ce sont des promotions qu'on renouvelle tous les ans. Et les appels à candidature ouvriront un peu plus tard pour le French Tech 2030, donc comme je le disais, avec ses verticales et dont Neuralc fait bien sûr partie. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sophie, si tu veux te présenter, et je te laisse prendre la main sur le webinaire. Merci beaucoup Clara, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis Sophie Cornet, je dirige Conto AI. Pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous présenter Conto, notre vision de l'IA et aussi concrètement les 2 agents que nous avons mis entre les mains de nos clients.
Donc, Conto est né en 2017 pour simplifier la gestion financière des TPE et PME. 9 ans plus tard, nous accompagnons aujourd'hui 600 000 clients sur 8 marchés européens. L'une de nos forces, ce sont le core banking system que nous avons construit en interne et également notre licence d'établissement de paiement. Concrètement, ça nous permet d'opérer en Europe directement sans intermédiaire et d'émettre nos propres IBAN. Et aujourd'hui, Conto, c'est 1600 employés et une demande d'agrément d'établissement de crédit déposée il y a quelques mois. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc Conto, c'est un outil de gestion financière complet avec au centre un compte pro. Et nous avons aussi construit les briques dont une PME a besoin au quotidien. La gestion des fournisseurs, la gestion des dépenses, la facturation client et la gestion de trésorerie. Tout est centralisé et connecté au reste des outils des PME, TPE. Et l'objectif, c'est de leur permettre, de leur éviter surtout d'avoir à jongler entre différents outils pour leur gestion financière. Aujourd'hui, on sert 5 types de clients. Côté TPE, PME, les créateurs d'entreprises, les solopreneurs, les micro-entreprises et également les petites entreprises jusqu'à 49 salariés. On a aussi des clients de plus de 49 salariés aujourd'hui, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec les experts comptables. Ces clients, nous, on les accompagne dès le premier jour. Ouvrir un compte pro sur Conto prend 10 minutes. Le certificat de dépôt de capital est délivré en 12 heures. Résultat, aujourd'hui, Conto a accompagné 250 000 entreprises dans leur création en France sur ce service de création et les accompagne ensuite au quotidien. D'après l'étude Forrester qui a été publiée l'année dernière, on remarque avec Conto que les entrepreneurs gagnent à peu près 60% de leur temps sur les tâches administratives, 2 heures par semaine sur la gestion des dépenses, 3 heures grâce à l'automatisation de la facturation de leurs clients et 40% d'efficacité en plus sur la pré-comptabilité. Tout ça avant l'IA, puisqu'aujourd'hui, on considère que l'IA change encore la donne. Nous, on a une conviction assez simple chez Conto, c'est que personne ne devient entrepreneur pour devenir expert en gestion financière. Et pourtant, les entrepreneurs passent encore beaucoup de temps aujourd'hui sur l'administratif. Et on est convaincu que la finance devrait être un sujet quand ça devient des décisions stratégiques, mais peu dans l'opérationnel. Donc, notre solution et notre objectif, c'est d'utiliser l'IA pour automatiser tout ce qui peut l'être et supprimer les frictions inutiles du quotidien. Et ça va passer par transformer le produit Conto pour nos clients, mais aussi chez nous, transformer la façon dont on opère en interne. Donc, l'ambition est double, c'est réinventer notre manière de travailler, comme tout le monde ici. Et côté produit, c'est libérer les entreprises de la charge administrative pour qu'ils se concentrent sur la croissance et la création, le développement de leur activité. Concrètement, notre promesse, elle s'étale sur 4 grands piliers. Le premier, c'est de faire passer Conto d'un outil aujourd'hui que l'utilisateur pilote lui-même à demain une banque qui anticipe ses actions et ses besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle du push au pull. On a 4 mouvements. D'abord, c'est l'automatisation intelligente des tâches chronophages, que ce soit l'extraction des données de facture pour réaliser ces paiements, le rapprochement des paiements, la catégorisation. Ensuite, c'est aussi un partenaire qui va suivre les flux en continu pour détecter à la fois les risques et les opportunités et faire revenir l'utilisateur dans le produit à ce moment-là quand il y a une décision stratégique à prendre. L'objectif en bout de course, c'est d'avoir une finance en autopilote. C'est l'IA qui exécute et qui sollicite l'entrepreneur uniquement quand une décision est réellement nécessaire. Donc, cette révolution, elle est en cours. Elle n'est pas théorique, parce qu'on a déjà 2 agents en bêta chez nos clients.
Et donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a mis à disposition. Je vais vous partager mon écran. Ce qu'on a mis à disposition depuis décembre dernier en bêta. Alors, l'un des premiers agents que je vais vous montrer, il accompagne sur la réalisation des paiements. Donc, il est disponible à travers une interface conversationnelle. Et donc, l'utilisateur peut uploader le nombre de factures qu'il veut. Donc, imaginons qu'on est à la fin du mois, il y a 10 factures à régler. Il va envoyer les 10 factures directement dans l'agent. Et notre agent va extraire toutes les données, créer les bénéficiaires avec les IBAN renseignés dans les factures, préparer les virements, permettre à l'utilisateur évidemment de revoir les informations importantes du virement et confirmer en un seul clic, ensuite avec une seule vérification, une double authentification pour l'ensemble des virements. Ça, on voit que plus le nombre de factures est important, plus le temps gagné va être important, puisque nous, c'est vraiment le gain de temps qui est la métrique, on va dire, notre North Star sur les produits qu'on lance et notamment sur nos agents. Donc ça, c'est le premier. On a fait exactement, entre guillemets, la même logique côté facturation client. On a des clients qui passent plusieurs heures, voire certains plusieurs jours quand ils le font à l'année sur la facturation. Ils ont souvent comme base un fichier de suivi de leur activité. Donc là, c'est un peu petit, mais on voit un CSV sur lequel un client, un utilisateur Conto va lister ses missions du mois avec des dates et des montants à facturer. C'est souvent ce qu'il utilise ensuite pour remplir tous nos champs dans l'application. Là, maintenant, il peut directement uploader ce fichier dans notre agent et demander à préparer les factures. Donc, ce que va faire l'agent, c'est qu'il va extraire les données de ce CSV. Il va comparer également ce qu'il a dans l'historique des factures clients. Là, bon, on ne le voit pas très bien, mais dans le CSV, il y avait plusieurs clients, mais aussi plusieurs lignes par client. Il va proposer vraiment de personnaliser, donc demander à l'utilisateur est-ce qu'il souhaite faire une facture par client ou une facture par ligne. Donc, il y a vraiment toute la personnalisation qui est totalement disponible. Et il va créer tous les brouillons de factures et permettre ensuite à l'utilisateur de les revoir une à une avant de les créer ensuite définitivement et les envoyer directement. Donc, tout peut se passer directement dans la conversation avec toujours l'idée que l'utilisateur reste en contrôle et reste maître de la dernière action de confirmation. Que ce soit là la création de facture, puisque une facture est un document immuable. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un document qui est clair et précis au moment où on l'émet, mais aussi dans la confirmation d'un virement. Donc, voilà pour les deux démos. Et je vais repartager. Ah, super, merci beaucoup. Et donc ça, nous, on l'a mis en place, ces deux agents-là, on les a co-créés avec des utilisateurs de Conto et on a essayé de partir sur leurs cas d'usage sur lesquels aujourd'hui, il y a le plus de tâches chronophages. Et donc là, bon, c'est un verbatim d'un utilisateur, mais je pense qu'il est très représentatif des besoins de nos clients. Ce que je cherche, c'est la rapidité et de l'efficacité. Je suis débordée par la paperasse. Et donc ça, c'est vraiment la promesse de Conto, d'éviter aux entrepreneurs de passer le moins de temps possible sur ces gestions administratives au quotidien. Donc là, ce sont les deux démos que je vous ai déjà présentées. Et on a lancé également un agent qui s'appelle l'analyste. Et son rôle, lui, est différent. Ce n'est pas d'automatiser des tâches, mais c'est d'augmenter, entre guillemets, l'utilisateur en lui donnant accès à des données qui sont aujourd'hui assez difficiles à chercher ou aussi assez chronophages. Et donc, il lui donne accès ici
en langage naturel à de l'analyse sur ces transactions. Donc, l'utilisateur peut poser une question, par exemple, quelle est ma plus grosse catégorie de dépenses ce mois-ci, voir l'évolution de mes dépenses marketing sur les 3 dernières années. Donc, il y a une notion de comparatif, ou aussi lister toutes les dépenses d'un fournisseur en particulier. Et l'analyse va aller interroger toutes les données des transactions de l'entreprise et répondre en langage naturel en quelques secondes. Donc, ce qui prenait avant plusieurs minutes, voire heures de traitement sur des fichiers Excel est maintenant disponible en une question. Donc, c'est un véritable changement de posture pour nous, puisque le dirigeant n'a plus à construire ses tableaux de bord pour avoir une réponse. Il a un analyse financier à la demande dans sa poche. Voilà, du coup, les 2 premières briques qu'on a mis en place et beaucoup d'autres vont suivre dans les prochaines semaines. Et donc, ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Il y a quelques questions déjà dans le chat. Déjà, bien sûr, avec l'actualité de la facturation électronique, est-ce que Conto intègre une connexion avec une plateforme et est-ce que ça serait prêt pour septembre 2026? Oui, alors Conto est plateforme agréée. Donc, toutes les factures réalisées sur Conto, que ce soit manuellement ou avec notre agent, sont compatibles avec la facturation électronique. Et notamment avec l'agent, il va suggérer au moment de l'envoi si la facture doit être envoyée par email ou si elle doit passer par le canal de la facturation électronique. Donc, c'est déjà totalement intégré et disponible. Super. On a une question aussi de Thierry qui demande si les LLM sont souverains. Alors, nos LLM aujourd'hui ne sont pas souverains. Nous, on a étudié tous les modèles, pour être honnête, et on a choisi les modèles qui répondent le mieux aux besoins de nos utilisateurs sur ces cas d'usage. Aujourd'hui, on utilise des modèles d'Anthropic. En revanche, toutes les données sont hébergées en Europe, comme nos données bancaires. On suit exactement le même niveau de sécurité sur les données. C'est quand même une certaine souveraineté en fonction de la définition qu'on Oui. prend. Justement, en attendant les prochaines réponses, moi aussi, je voulais poser la question si on pourra justement un peu toucher plus cette question d'hébergement. Comment est-ce que vous procédez pour l'hébergement des données? Nous, toutes nos données sont hébergées en Europe. Compte tenu de notre licence de paiement, nous, on est audité par la CPR. Donc, ça, ce sont on va dire, une infrastructure qui est complètement étudiée. Et nous, quand on a lancé nos agents IA, on a collaboré de façon très, très proche avec les équipes legal et sécurité, cybersécurité chez Conto, qui sont déjà de très grosses équipes depuis le premier jour. Et du coup, dans la même lignée de ces questions-là, est-ce que vos hébergeurs sont de droit européen ou extra-européen? Aujourd'hui, notre hébergeur principal est américain, mais tout est hébergé en Europe et on a un partenariat privilégié avec eux. Et comme je vous disais, c'est un partenariat qui a été validé par la CPR, qui nous permet du coup d'héberger toutes les données sensibles de façon totalement réglementée. Super, merci. On a des questions aussi plutôt, on va dire, changement d'écosystème avec l'IA. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces solutions sur l'emploi, suppression, création d'emplois? En fait, aujourd'hui, on se rend compte que, alors nous, on sert principalement, comme je vous disais, les TPE, PME. Ce sont souvent des entrepreneurs qui font leurs tâches administratives seuls, ou alors c'est une tâche qui est, on va dire, partagée entre plusieurs personnes. L'objectif, c'est de leur libérer le maximum de temps. Pour l'anecdote, moi, j'ai été entrepreneur aussi pendant 8 ans. Je faisais toutes ces tâches-là le week-end ou le soir parce que je considérais que ça n'apportait pas de valeur à mon business, mais évidemment, c'était des tâches administratives obligatoires à faire dans une certaine deadline. Et je vous avoue que j'aurais aimé avoir moins d'actions sur ma to-do list le week-end et pouvoir me concentrer davantage sur le développement ou sur les problématiques du quotidien. Donc, l'objectif est beaucoup plus de libérer sur
l'opérationnel, sur des tâches répétitives et chronophages pour laisser plus de place à des enjeux plus stratégiques. Et on voit notamment avec l'analyste, aujourd'hui, les utilisateurs qui posent des questions à l'analyste n'avaient pas forcément le temps de faire ces analyses eux-mêmes, c'est-à-dire d'extraire leurs fichiers Excel, de faire ces tableaux de bord. Et donc là, en quelques minutes, ils ont accès à tous ces insights qu'ils avaient auparavant potentiellement qu'une fois par an quand ils faisaient leur bilan. Aujourd'hui, ils peuvent suivre ça de façon beaucoup plus fréquente et précise directement depuis leur compte Conto. Super, merci. Je vois qu'il y a une question aussi de Daphné qui demande, au regard des enjeux de fraude qui existent, quelles mesures avez-vous prises pour renforcer la cybersécurité des données et le KYC des clients? Alors aujourd'hui, nos agents IA ne sont pas encore sur cette partie-là. Enfin, les 2 agents que je vous ai présentés, en tout cas, ils sont vraiment concentrés sur les tâches opérationnelles de nos utilisateurs. En revanche, depuis toujours, notre équipe cybersécurité développe des agents, travaille sur des modèles pour les aider à identifier encore plus rapidement les problèmes de fraude qu'on pourrait avoir sur l'onboarding de nos clients. Donc ça, c'est un travail, on va dire, qui est fait depuis jour 1 chez Conto. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on vient ajouter avec nos agents IA, c'est vraiment donner l'accès aux capacités que permettent les gros modèles de langage aujourd'hui à nos utilisateurs, mais directement dans le produit, avec des flows qui leur permettent de garder complètement le contrôle tout en maximisant le gain de temps. Et donc aussi, comme vous avez pu le voir, quand l'argent est déplacé, nos utilisateurs restent en contrôle et c'est l'utilisateur qui clique sur confirmer. Aucun agent ne peut déplacer de l'argent lui-même. Donc, il y a une notion de sécurité aussi de base dans le design de nos interfaces et de l'expérience utilisateur avec nos agents. Super. Et comment est-ce que vous pouvez, si vous pouvez, intégrer votre solution à une architecture agentique existante d'une entreprise? Alors aujourd'hui, on a une API qui est ouverte, une API publique que les utilisateurs ont accès. Et ils ont une clé API sur leur compte Conto. Et on est en train de travailler justement pour rendre cette intégration beaucoup plus facile. Donc dans les prochaines semaines, mois, on devrait avoir des nouveautés sur ce sujet. Super, merci. En attendant, il y a une nouvelle question sur encore les enjeux cyber et protection des données de Vincent qui demande si les notions de HTL, donc action humaine liée à des mouvements bancaires, sont-elles bien protégées contre des risques de prompte injection dans les documents, factures de vie, etc. Oui, tout à fait. Quand on a construit nos agents, on a mis beaucoup de barrières justement pour faire en sorte d'éviter toutes les attaques et donc le prompt injection. Aujourd'hui, nous, on a des évaluations qui tournent tous les jours pour vérifier que ce type de requête ne passe pas et on a différentes barrières et c'est quelque chose qu'on contrôle au quotidien depuis le lancement de nos agents. J'essaie de prendre aussi merci Sophie, j'essaie de prendre des questions aussi un peu diverses pour répondre un peu à toutes les thématiques. Je vois la question de Cyril sur avez-vous une stratégie numérique responsable en regard de vos intégrations IA? Oui, Conto est dans une stratégie responsable. Nous, on est au tout début là, donc nos premiers focus a été comment on met à disposition des outils qui, comme je vous disais, font gagner du temps à nos utilisateurs, mais aussi faire en sorte que ces outils-là consomment le moins de tokens possible. Donc ça, on le travaille par rapport à notre architecture, aussi par rapport à des choix de modèles. On a plein de modèles différents parce que dans les agents que je vous ai présentés, en fait, en architecture, derrière, il y a pas mal de sous-agents qui ont eux-mêmes leurs modèles et on essaye d'avoir les modèles les plus frugaux quand on est sur des cas d'usage assez simples à régler
et utiliser uniquement les modèles les plus consommateurs sur des cas d'usage sur lesquels aujourd'hui ils sont les seuls à savoir répondre. Donc c'est toujours une balance entre la performance et la frugalité. Et notre architecture a été pensée depuis le premier jour pour être le plus précis possible et pouvoir s'adapter d'un agent à l'autre. Merci Sophie. Je vois une question aussi sur la SaaSpocalypse. Quand l'IA supprime les rentes plutôt que les emplois, est-ce que côté Conto, vous avez un avis là-dessus ou des réactions, des actions à nous partager? Oui, alors nous, on est convaincus que ça va énormément changer la façon dont on travaille. Nous, on le voit beaucoup en interne en ce moment. On est en train de redéfinir comment, par exemple, nous, dans notre équipe, comment travaille une équipe produit, comment travaille une équipe tech. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'IA nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, pour nous, il n'est pas question de supprimer des emplois, c'est plus se dire que finalement, ce qui nous mettait un projet qui nous mettait 2 mois à mettre en place, aujourd'hui, on peut le faire en quelques semaines, voire parfois quelques jours. Et donc, on repense complètement notre façon de construire. Et concrètement, nous, côté IA, ça nous permet de mettre en production en fait beaucoup plus vite des fonctionnalités et de prendre plus de temps pour itérer avec nos utilisateurs, pour pouvoir l'affiner et faire en sorte que ça réponde encore mieux à leurs besoins. Donc, c'est plus une allocation de notre temps qui est différente, mais avec des étapes qui sont très, on va dire, raccourcies grâce à l'utilisation de l'IA. Super, merci. On revient encore sur les questions de sécurité avec une question de Jocelyn. Le fait que les entrepreneurs subissent des attaques par changement d'IBAN, par interception de mail. Est-ce que Conto travaille pour donner une sorte de validation des IBAN en fonction du nom ou sur notre base? Oui, tout à fait. Alors, nous, il y a la réglementation VOP qui est passée en fin d'année dernière. Et donc, nous, sur chaque virement qui est effectué, il y a une vérification de l'identité qui est faite. Et on ne le voyait pas forcément très bien tout ça parce que l'écran était tout petit. Mais même à travers notre agent, au moment de la vérification et de la dernière confirmation, on va indiquer à l'utilisateur le résultat de notre recherche sur l'identité entre l'IBAN et l'identité du propriétaire et lui mettre une alerte s'il y a la moindre différence. Donc, ça fait complètement partie et c'est complètement intégré à l'expérience utilisateur, au flow. Super, merci. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Enfin, il reste encore 3-4 minutes si vous voulez poser une dernière question. Il y en avait une que j'ai un peu laissée sous le tapis parce qu'on avait passé pas mal de temps au début à parler de ces sujets-là, mais peut-être pourquoi Anthropic plutôt que Mistral et qu'est-ce qui vous convaincrait à passer sur Mistral? En fait, comme je vous disais, nous, on teste. En fait, nos agents sont ce qu'on appelle modèle agnostique, c'est-à-dire que changer d'agent, pour nous, c'est littéralement une ligne de code. Donc, on le fait énormément au moment de créer un agent et aussi assez régulièrement quand on évalue les réponses de nos agents pour voir quel agent répond le mieux. Et aujourd'hui, on va dire que notre focus numéro 1, c'est vraiment sur la performance et être sûr que l'agent répond de la façon la plus précise et pertinente possible à nos clients. Et jusqu'alors, sur nos cas d'usage, ce sont les agents d'Anthropic qui à la fois permettaient d'avoir la meilleure réponse et aussi la meilleure latence. Vu qu'on est dans l'objectif de faire gagner du temps à nos utilisateurs, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de façon assez précise. Et donc, voilà. Mais c'est un travail, on va dire, quotidien d'évaluer ces modèles-là pour choisir le meilleur pour notre cas d'usage. Super. Merci beaucoup, Sophie. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent. J'ai réussi à me débrouiller avec une dernière peut-être. Sécuriser votre code et la chaîne de build run à l'aide de l'IA.
Oui, bah alors ça, c'est plus encore pour les équipes infra ou cyber chez Conto. Mais comme je vous disais, ils sont aujourd'hui très équipés sur ce sujet. On ship de plus en plus vite. Mais pour ça, on construit aussi toute l'infrastructure derrière pour le faire de façon la plus sécurisée possible. Super. Et peut-être une dernière, parce qu'il reste genre 30 secondes, mais si vous avez mis des mécanismes en place pour monitorer, auditer ou expliquer les décisions prises par vos agents IA. Oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, nos agents aujourd'hui ont une architecture en plusieurs étapes. Et donc, chaque étape est documentée. On le reflète d'une certaine façon directement dans l'interface à nos utilisateurs pour lui expliquer quel agent a pris le relais sur telle ou telle requête. Et nous, derrière, on peut suivre c'est un peu technique, mais en fait, toutes les traces d'une requête, ce qui nous permet de comprendre les chemins par lesquels il est passé et comment la réponse est arrivée, quelles données il est allé chercher. Et ça nous permet d'être assez fin, en fait, aussi dans toutes les démarches d'amélioration après pour savoir où travailler. Super. Merci beaucoup, Sophie. Je propose maintenant de passer la parole à Neuralk. Jérémy, je te laisse la main sur la présentation. Merci Clara. Merci Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Donc Jérémy Bensadoun, je fais partie de l'équipe fondatrice de Neuralk et je suis aussi le Chief Revenue Officer, donc le directeur commercial de l'entreprise. Précédemment, j'étais directeur commercial pour l'Europe chez Mistral et avant, j'ai passé une dizaine d'années chez Algolia, un moteur de recherche français B2B. Donc, un long historique de participation à des entreprises French Tech. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Neuralk, qui est une plateforme d'IA prédictive. Alors, pourquoi d'IA prédictive? En fait, on part de cette conviction chez Neuralk que les bonnes prédictions permettent de bâtir des entreprises à succès. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on dissecte un peu les décisions prises par des entreprises, et quelle que soit l'industrie dans laquelle elles opèrent ou quelle que soit leur taille, dans la plupart des cas, ces décisions sont basées sur de la prédiction. Par exemple, je veux décider si je dois acheter plus de stock ou pas. En général, c'est basé sur une prédiction de ma demande, de mes ventes. Je veux décider sur quel client je dois investir du temps de support. En général, ça va être basé sur une prédiction de mon pool de clients qui est à risque d'attrition. Je veux décider dans quel marché m'implanter, ouvrir. Ça va être aussi basé sur une prédiction des conditions économiques, de l'environnement concurrentiel, du potentiel succès dans un marché donné. Donc en réalité, dans la plupart des cas, voilà, ces décisions que prennent tous les jours des entreprises sont basées sur des prédictions. Et il se trouve également que ces prédictions reposent dans la plupart des cas sur de la donnée structurée, ce que j'appelle et ce que je vais appeler pendant cette présentation de la donnée tabulaire, et non sur de la donnée non structurée du type texte. Donc, quand on parle de données structurées, on parle des données qui sont dans vos ERP, dans vos CRM. Donc, ça peut être de la donnée de transaction, ça peut être de la donnée client, ça peut être de la donnée financière ou autre, contrairement à de la donnée non structurée qui, en l'occurrence, serait des emails, des documents, des messages Slack, donc de la donnée très, très textuelle. Donc, la plupart des décisions que prennent ces entreprises, par exemple, est-ce que je dois racheter des stocks, vont être basées sur des prédictions de vente qui, en général, sont sous format très, très structuré. Or, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le domaine de la prédiction sur de la donnée structurée, ce qu'on appelle et ce que je vais appeler également le machine learning traditionnel, c'est un milieu, c'est un type de technologie qui n'a pas vraiment évolué pendant les 10 dernières années. Encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, lorsqu'une entreprise veut prédire quelque chose, donc on peut prendre l'exemple d'un Conto qui voudrait prédire si une transaction est de la fraude, par exemple. À chaque fois, pour un type de prédiction donnée,
on va devoir assigner une équipe de data scientists en général, faire des investissements importants en termes de technologie, et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour réussir à adresser cette question de la détection de fraude dans des transactions. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un modèle de machine learning, il faut l'entraîner, il faut potentiellement plusieurs variantes de ce modèle de machine learning en fonction du type de prédiction qu'on veut faire. Ensuite, une fois que ce modèle de machine learning est mis en place, eh bien, il va falloir le maintenir. Si la donnée de base évolue, il faut potentiellement le réentraîner. Il faut le déployer sur une infrastructure qu'il faut monitorer, etc., etc. Et on voit bien que ce process que je décris, il est valable vraiment pour chaque type de prédiction. Et donc, en fait, le coût de faire de la prédiction devient tellement prohibitif que la plupart des entreprises, soit parce qu'elles ont trop de use cases de prédiction, soit parce qu'elles n'en ont pas forcément les moyens, eh ben, ne font pas vraiment de prédiction comme je la décris, et vont baser leurs décisions plus sur des décisions qualitatives plutôt que sur de la vraie prédiction. Et donc, c'est une grosse opportunité que ces entreprises laissent sur la table en ne faisant pas de prédiction pour alimenter certaines de leurs décisions critiques. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché, pourtant, on se rend compte que eh ben, d'entraîner un modèle from scratch, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui. Il y a eu un changement de paradigme grâce à l'arrivée des modèles de fondation qui ont prouvé qu'il n'y avait plus forcément besoin d'entraîner un modèle from scratch à chaque fois. Donc, si on prend les différents types de modalités, donc les modalités, c'est ce que je mets à gauche, à savoir le texte, ou alors les images, ou alors le code, on voit bien aujourd'hui qu'on a des IA généralistes qui sont pré-entraînées et qui ne demandent pas à être réentraînées pour chaque type de use case. Je m'explique. Imaginons, nous sommes dans le secteur du texte. Si vous voulez une IA qui va vous résumer un document, ou une IA qui va vous traduire un document d'une langue à l'autre, personne aujourd'hui ne va réinventer un modèle pour faire ce type d'action. On va utiliser le chat de Mistral ou ChatGPT ou Claude, qui sont des modèles qui sont pré-entraînés et qu'on a juste à prompter pour lui dire ce qu'on souhaite qu'il fasse, et qui va s'adapter et pouvoir faire différents types de tâches. Donc ça, tout le monde le voit aujourd'hui dans l'univers du texte. C'est très répandu, très adopté, il n'y a pas de sujet. Dans l'univers de l'image, c'est un peu la même chose, avec des outils type Nano Banana ou autres. Il n'y a plus besoin de réentraîner des modèles de génération d'images, hein. On les a déjà out of the box et on n'a plus qu'à les utiliser. Pareil dans l'univers du code. Très peu de développeurs aujourd'hui n'utilisent pas ce genre de techno pour générer du code. Et il manquait jusque-là, en fait, l'univers des tableaux. L'univers des tableaux qui n'était pas vraiment adressé par des modèles de fondation, donc des modèles pré-entraînés qui ne demandent pas d'entraînement au cas par cas. Et c'est là que Neuralk se positionne, à savoir une entreprise qui crée des modèles de fondation pour la donnée tabulaire, la donnée structurée pour les tableaux. Donc, chez Neuralk, nous avons développé Seldon, qui est le premier modèle de fondation d'entreprise pour données tabulaires, pour données structurées. C'est un modèle qui est capable de gérer des pétaoctets de données structurées et qui va pouvoir ensuite adresser tout un tas de cas d'usage de prédiction, comme ceux que je décrivais un petit peu au début, à savoir, je veux prédire ma demande, je veux prédire ma tarification, je veux prédire mes stocks, je veux prédire ma fraude, mon risque, etc., etc. Et au lieu d'avoir, pour chacun de ces cas d'usage, avoir à développer un modèle spécifique, on va pouvoir utiliser Seldon et en quelques secondes, obtenir une prédiction sur de la donnée structurée. De la même manière, c'est un modèle qui ne demande pas de maintenance et d'entretien, contrairement au modèle de machine learning traditionnel, et qui permet du coup des vrais gains en productivité pour les équipes, que ce soit les équipes de data science ou même les équipes métiers qui souhaiteraient directement être capables de prédire l'impact de leur campagne marketing, par exemple. Donc, très concrètement, ça recoupe un peu des éléments que j'ai dit juste avant, mais dans le machine learning traditionnel, on avait besoin de faire de l'entraînement sur chaque tableau. On devait ensuite maintenir une infrastructure de machine learning
et ça pouvait prendre des semaines, voire des mois d'obtenir des prédictions. Là où, côté modèle de fondation tabulaire, tous ces indicateurs-là sont au vert, puisqu'on a un modèle pré-entraîné qu'on peut déployer en quelques secondes, utiliser via API, et qui vous donne d'excellentes prédictions en termes de qualité. Donc, ce que ça change pour l'utilisateur final par rapport à du machine learning classique, c'est une meilleure prédiction, donc des meilleurs résultats métiers, donc une meilleure, par exemple, prédiction de mes stocks, et donc du coup, une capacité à mieux recommander son inventaire, par exemple, et éviter des coûts inutiles. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur l'exécution de sa roadmap de projet. On n'a plus à maintenir des pipelines et des infrastructures de machine learning, puisque notre solution peut être utilisée via API de manière très, très simple, et pas de maintenance lourde, contrairement au machine learning traditionnel, puisque pas besoin de réentraîner son modèle au fil du temps. On parle de modèle de fondation tabulaire pour l'entreprise parce que c'est celui qui est le plus scalable sur le marché, à savoir qui est capable de gérer des tableaux de données de taille très significative. Et on sait que dans le monde d'entreprise, c'est important parce que la plupart des données que je mentionnais tout à l'heure, à savoir celles dans vos ERP, celles dans votre CRM, etc., peuvent atteindre plusieurs millions, dizaines de millions, voire centaines de millions de lignes. Et vous voyez ici, à titre comparatif, le niveau de performance de Seldon, notre modèle de fondation tabulaire, par rapport à d'autres modèles de fondation tabulaire open source, qui sont, dès qu'on atteint quelques centaines de milliers de lignes, quelques dizaines de fois, voire quelques centaines de fois plus lents. Le tout avec des niveaux de performance bien supérieurs sur les deux grandes typologies de prédiction que sont la classification et la régression. Et donc tout ça, ça permet de débloquer à l'échelle de l'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son industrie, plein de cas d'usage de prédiction. Si je suis dans la finance et que je veux prédire ma fraude, mon risque, les risques de défaut, la LTV, la valeur d'un futur client, que je sois dans le secteur de la logistique et je veux prédire mes retards de livraison ou mes ruptures de stock, ou alors dans les télécoms où on veut prédire le churn de ses clients ou la dégradation de son réseau, ou dans l'industrie, ses pannes machines, ou prédire sa production et son rendement. En fait, on démocratise complètement l'accès à la prédiction pour l'entreprise afin qu'elle puisse faire de meilleures prédictions et prendre du coup de meilleures décisions. Voilà pour ce qui est de Neuralk, la plateforme d'IA prédictive. Merci à tous et à toutes. Oh non, Clara, ton micro est éteint. Et oui. Bien vu, merci. Du coup, merci Jérémy pour cette présentation. On a une première question de Thierry sur est-ce que la prédiction est réservée à des entreprises comme Microsoft Power BI, et comment pouvez-vous, comment mettez-vous en valeur le ML plutôt que Power BI? En fait, souvent, ce qu'on voit par rapport à ces plateformes de business intelligence, c'est qu'elles sont utilisées pour comprendre sa donnée, pour l'explorer, pour sortir des graphes visuels, etc. Mais dans très peu de cas, ces solutions sont utilisées pour faire de la pure prédiction. Souvent, elles vont vous apporter une couche d'intelligence sur votre donnée qui vont derrière vous aider, vous, à faire de la prédiction. Mais cette prédiction n'est pas directement, nativement effectuée par ces solutions de business intelligence. Là où on se positionne vraiment, c'est une fois qu'on a la donnée, comment est-ce qu'on va prédire la prochaine valeur? Donc, il y a vraiment une notion de prédiction, de prédire le futur, de prédire l'avenir, qui aujourd'hui n'est pas adressée par la plupart des solutions de business intelligence. Super, merci Jérémy. Je vois une question sur votre modèle de commercialisation, et en parallèle aussi une question de Nathalie. Si on veut proposer Neuralk aux entreprises, on passe par qui? Oui. Donc, on a deux modes
Le modèle de commercialisation va être un peu similaire au modèle de commercialisation des acteurs qui font des modèles de fondation pour le texte, par exemple des Mistral, Anthropic, OpenAI et autres. À savoir, on va à la fois soit proposer notre solution via API, et auquel cas les clients créent un compte sur notre site et peuvent utiliser et faire des requêtes API pour obtenir des prédictions sur des tableaux de données, soit pour des industries un peu plus régulées ou pour des use cases sur lesquels la donnée est sensible et ne peut pas forcément transiter vers un provider externe, on va proposer du déploiement sur l'infrastructure de nos clients. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos modèles et les déployer sur les serveurs, sur les GPU de nos clients. Donc, on a 2 types de déploiements possibles. Les 2 sont associés à différents modèles commerciaux. Et voilà. Donc, ça dépend. La question de base, déjà, ça va être un peu quel peut être le mode de consommation de notre service. Super, merci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Olésia, je ne sais pas si tu as des questions aussi. Oui, j'avais une question justement sur cette... justement pour faire un call API, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour faire une interface ou un peu simplifier cette interaction pour que ce soit accessible pas uniquement via l'API, mais également de façon un peu plus visuellement pour les gens qui ne savent pas faire un call API? Pour l'instant, c'est via API. Mais à terme, effectivement, c'est clairement dans notre roadmap de pouvoir proposer une interface beaucoup plus conversationnelle. Je pense aux interfaces qu'on voit avec les LLM providers ou même avec des applications, je ne sais pas, type Lovable ou autre, où l'idée pourrait être d'avoir un bouton pour uploader son tableau et de prompter en langage naturel notre service en lui disant « Peux-tu me prédire mes ventes pour le prochain trimestre ?» et en uploadant son historique de vente sur les 3 trimestres précédents et obtenir directement une prédiction. Ça, c'est dans notre roadmap produit. Pour l'instant, ce n'est pas mis à disposition de la même manière. Pour l'instant, c'est uniquement via API, mais clairement, c'est vers là qu'on se dirige. Merci Jérémy. Je vois une question aussi sur la connexion à des CRM existants, ERP existants. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Oui, ça c'est possible. On n'a pas de connecteurs qui existent nativement et qui sont disponibles en mode self-service pour faire ce genre de choses-là. Par contre, dans le cadre de nos partenariats avec des partenaires, on est amené à construire du coup les connecteurs avec le client pour s'assurer qu'on puisse se connecter aux bonnes plateformes. Donc voilà, donc c'est juste que ce n'est pas complètement sur l'étagère disponible, ça demande un petit peu de customisation. Et pareil, c'est dans notre roadmap de toute manière aussi de continuer à travailler là-dessus et de mettre à disposition des connecteurs avec les principales sources de données pour pouvoir faciliter cette intégration. Que ce soit avec votre Databricks, avec un Snowflake, avec un Microsoft Fabric, on parlait de Microsoft tout à l'heure, les différentes plateformes technologiques ou les différents ERP ou les différents CRM qui sont là où vivent en fait la plupart de cette donnée structurée sur laquelle on veut ensuite faire de la prédiction. Super, merci. Avant de venir aux questions souveraineté, hébergement des données, etc., je vois une question aussi sur la facturation. Vous facturez vos clients au token ou comment vous facturez votre service? Alors, on n'a pas cette notion de token dans le monde du tableau. C'est un petit peu différent. Donc, si on regarde vraiment le cas d'usage en utilisant l'API, en fait, la métrique un peu similaire au token, pour nous, ça va être la prédiction, à savoir combien je génère de prédictions. Donc, typiquement, et si vous voulez prédire de la fraude, par exemple, je ne sais pas, tous les jours, vous avez, je ne sais pas, une dizaine de milliers de transactions qui transitent vers votre plateforme et chaque jour, vous allez devoir faire une dizaine de milliers de prédictions pour savoir à chaque fois si cette transaction a des chances d'être de la fraude ou pas. Donc, c'est notre équivalent du token, c'est le nombre de prédictions. Et du coup, en termes de coût, est-ce que c'est un coût qui est envisageable pour des
TPE, PME? Est-ce que vous avez déjà déployé votre solution auprès des PME? Oui, c'est envisageable en mode self-service et via l'API. Si on envisageait de partir sur un partenariat plus custom avec création de connecteurs et autres, ça c'est plus quelque chose qu'on va a priori retrouver dans des plus grosses entreprises, parce que le coût sera plus important. Mais en mode self-service via API, enfin, voilà, ça peut être tout à fait envisageable pour des entreprises de plus petite taille. Et quel est le volume de données recommandé en entrée? Alors, ça dépend vraiment du cas d'usage. En tout cas, il n'y a pas de restriction à la hausse. C'est-à-dire que, et on voit souvent ça avec d'autres modèles de fondation tabulaire, notamment ceux qui sont open source, c'est qu'on est souvent limité par la taille de la donnée qu'on peut fournir au modèle pour faire une prédiction. Chez nous, il n'y a pas de limite. Alors forcément, plus la taille de la donnée est importante, plus la prédiction va prendre du temps à être effectuée. Donc, il y a toujours un peu ce trade-off. Et encore que, en scalant l'infrastructure en dessous, il y a possibilité de maintenir cette latence faible. Mais voilà, donc il n'y a pas de limite basse, il n'y a pas de limite haute, qui est souvent quelque chose de très important dans le monde de l'entreprise. Et après, quel est l'optimal, ça va vraiment dépendre du use case de prédiction. Après, on a pas mal de ressources aussi dans notre documentation qui permettent un peu d'expliquer comment essayer de se rapprocher de ces optimaux en fonction de ce qu'on souhaite faire. Ok, très clair, merci. Avant de reprendre les questions les plus récentes, j'avais promis qu'on réponde à cette question-là. Tu disais que vous pouviez héberger votre modèle on-premise, mais du coup, vos données, elles sont hébergées en France, et quels sont les modèles que vous utilisez? Du coup, alors, c'est notre propre modèle, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui construisons le modèle. C'est notre équipe scientifique, dont notre CEO qui sort de l'INRIA, un des labos français de recherche en intelligence artificielle, donc c'est vraiment tous, enfin, et d'ailleurs tous nos chercheurs sont en France, sont basés à Paris. On travaille beaucoup avec le NeoCloud provider Scaleway. Voilà, donc je ne me rappelle plus quelle était vraiment exactement la question à la base, mais on n'utilise pas de modèle, c'est nous qui avons construit notre propre modèle avec de la donnée, et aussi par rapport à la donnée d'entraînement, parce que je sais que ça peut être parfois un sujet. Contrairement aux LLM qui entraînent leur modèle sur du texte qu'ils récupèrent d'Internet, de forums et autres, sur lesquels d'ailleurs il y a parfois même des questions de propriété intellectuelle, etc. Nous, dans notre cas, le modèle est construit et entraîné sur de la donnée de synthèse. C'est-à-dire que c'est nous qui avons, et c'était de gros travaux de recherche en amont, mais nous avons généré de la donnée tabulaire de synthèse, donc de la fausse donnée, mais qui représente le réel et qui a permis d'entraîner nos modèles dessus. Donc, il n'y a pas du tout de sujet à qui appartient la donnée sur laquelle le modèle a été entraîné. Ok, super, merci. Et du coup, en parlant de tous ces sujets, sécurité de données, etc., est-ce que, en termes de cas d'usage critique que tu mentionnes dans la présentation, il y avait la santé. Est-ce que vous travaillez typiquement sur l'hébergement des données de santé? Alors, en fait, il n'y aura pas de sujet d'hébergement de la donnée, parce que dans la plupart des cas, et notamment quand c'est sur des industries très régulées, type santé, mais parfois aussi même services financiers ou autres, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie nos modèles dans l'infrastructure du client. Et donc, du coup, à partir du moment où le modèle vit dans l'infrastructure du client, il utilise de la donnée qui, elle aussi, est dans l'infrastructure du client. Il n'y a rien qui sort de l'environnement du client. Donc, on ne reçoit pas il n'y a pas de sujet de transit ou de sortie de données de l'environnement sécurisé du client. C'est nous qui nous mettons à disposition là où se trouve la donnée, dans les infrastructures sécurisées ou autres. Et puisque tu parles de début de relation avec un client, etc., quel est votre process pour onboarder un nouveau client? Quel est notre process pour onboarder un client? Ouais, comment vous fonctionnez sur la contractualisation? Quelles sont les étapes? Oui, soit
En fait, ça se fait en général en 2 étapes. Enfin, le client souvent crée un compte sur notre site et puis ensuite, possibilité d'engager avec quelqu'un de notre équipe commerciale. Et puis, en fonction de ça, en général, on essaye de comprendre où est-ce qu'en est l'entreprise en termes de prédiction, c'est-à-dire quels sont les cas d'usage de prédiction qu'elle sait faire aujourd'hui, qu'elle sait faire mais qu'elle fait mal ou qu'elle ne fait pas. Il y a plein d'entreprises qui ne font pas de prédiction aujourd'hui sur des choses qui pourraient être absolument critiques pour eux. Et une fois qu'on a un peu une bonne compréhension voilà, de là où elles en sont et de là où elles pourraient en être, ensuite on design la bonne offre commerciale qui leur permette d'adresser à la fois en termes de volume d'usage, de type de déploiement et d'accompagnement, le bon engagement commercial pour pouvoir les accompagner. Ok, super, merci. Je vois la question de Cyril. Est-ce que vous prévoyez de proposer un SLM en open weight? De mettre nos modèles en open weight, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est pas, ouais, pour l'instant, c'est pas prévu. Ça évoluera peut-être, mais pour l'instant, non. Et je vois une question aussi, je pense que ça va être la dernière, sauf s'il y en a une autre qui arrive entre-temps, mais sur plus des enjeux réglementaires, comment vous gérez l'AI Act? C'est-à-dire La question est posée comme telle. J'imagine que l'idée, c'est est-ce que il y a les processus pour voir si jamais votre modèle sont déployés sur les cas d'usage à haut risque, au risque moyen, si c'est quelque chose dans la feuille de route pour voir comment vous pouvez faire la documentation aux clients. Il n'y a pas le choix. On se penche sur ces sujets. Mais voilà, on va se positionner on peut se positionner sur des use cases critiques d'une entreprise, comme sur des use cases moins critiques, qui utilisent de la donnée critique ou pas critique. Enfin, ça dépend vraiment. J'ai montré dans une de mes premières slides, dans la dernière, la variété de use cases qu'on peut adresser. Il y a un petit peu de tout. Il y a une question qui, d'ailleurs, est un peu liée à ça, enfin, directement, mais que je crois j'ai vu sur l'explicabilité. Donc, parfois, un des gros enjeux pour les entreprises, c'est d'être capable aussi d'expliquer une prédiction. Et dans l'univers des modèles de fondation qui sont un petit peu plus black box, c'est souvent un challenge ou un enjeu en soi. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel nous, on se penche énormément et on fait beaucoup de recherches pour apporter le bon cadre d'explicabilité à nos modèles, parce que c'est tout à fait important, mais on est capable, on est en mesure, à chaque fois qu'on apporte une prédiction, d'expliquer quels ont été les critères influençants dans la prédiction qu'a fait le modèle. Donc ça aussi, je sais que c'est souvent un sujet important et qu'on a aussi en priorité d'adresser. Merci Jérémy. On est en train de dépasser un peu, mais peut-être on peut prendre une toute dernière question de Grégoire sur comment peut-on intégrer votre solution dans une architecture agentique avec RAG et orchestrateur existant. Oui, pour l'instant, ça va être vraiment juste en utilisant notre API. Donc, il faut qu'à un moment, dans cette architecture agentique ou autre, qu'un modèle, enfin qu'un appel d'API soit effectué envers notre modèle pour retourner ensuite une prédiction. Après, c'est aussi des sujets qu'on a dans notre roadmap de comment mieux s'intégrer dans les capacités agentiques que certaines entreprises construisent, parce que c'est clairement vers tout ça que ça s'oriente. Et nous aussi, de construire aussi notre propre agent de data science, parce qu'au final, ce qu'on construit via cette plateforme d'IA prédictive, c'est un agent de data science quelque part, et qui puisse permettre d'augmenter les capacités en data science d'une entreprise. Super, merci beaucoup. On est obligé d'arrêter les questions là parce qu'on est hors temps. Mais merci beaucoup à vous deux, Sophie et Jérémy, pour ces présentations et pour le temps que vous avez pris pour répondre aux questions des ambassadeurs. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot, Lésia.
Non, je voulais effectivement remercier les intervenants pour les excellentes présentations et les réponses très précises, mais aussi aux ambassadeurs d'avoir participé, posé leurs questions. Je pense qu'il y avait un match au niveau des questions techniques et les réponses qui ont été données. En tout cas, je suis très contente avec cette session. Et du coup, on peut d'ores et déjà dire que la prochaine session aura le 19 mai au même créneau horaire. Si je comprends bien, sous ton contrôle, Clara. Mais oui. On vous envoie les invitations bientôt. Merci beaucoup à vous deux et merci beaucoup à tous qui avez suivi ce webinaire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.